Désolé pour ces quelques minutes de retard. La technique sur ces nouveaux formats est toujours un peu compliquée et parfois un peu capricieuse, mais nous sommes là, nous sommes ensemble pour ce débat qui là encore répond à un enjeu majeur des années à venir, la gestion de l'après-cancer et la réduction des séquelles. Une problématique qui est portée par les progrès récents qui offrent des horizons de vie de plus en plus longs à de nombreux patients, mais un temps de l'après-cancer qui peut être mis à mal par les rechutes, par les séquelles. Comment assurer le suivi sur le moyen, sur le long terme des patients concernés? Comment limiter le plus possible en amont ces risques de séquelles? On va voir la place et les champs d'action que les centres peuvent avoir dans ce domaine avec nos invités que j'accueille chaleureusement. Claire Genetti est avec nous, directrice générale adjointe de l'Institut Curie. Elle travaille, vous y travaillez beaucoup, à la fois ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique. Pierre Fumelot nous en parlait un peu tout à l'heure, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi à une meilleure organisation des soins de support. Hélène Sudurbonnage est avec nous aussi, pédiatre au centre Oscar Lambré, qui travaille depuis longtemps sur le suivi à long terme des patients atteints de cancer pédiatrique. Le professeur Axel Kahn est avec nous, président de la Ligue contre le cancer, qui met en avant depuis des années déjà ces difficultés de l'après-cancer. Florian Scottet est avec nous, directeur du département interdisciplinaire d'organisation des parcours patients à Gustave Roussy. Vous occupez aussi d'importantes places dans des associations nationales et internationales dédiées aux soins de support. Vous mettez en place un parcours de soins qui vise à réduire très en amont ces risques de long terme. On verra comment. Et il y aura aussi Cécile Canitzer. Elle sera présente avec nous. Elle est directrice des soins à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Nous verrons son témoignage en vidéo. On va tout de suite commencer avec vous, professeur Axel Kahn, pour mieux mesurer, pour mieux comprendre, je dirais, l'importance de cette question des séquelles, l'importance qu'elle a prise dans le vécu, dans le quotidien des patients. On va en parler, mais on va commencer tout de suite en écoutant le témoignage d'une patiente. Il avait été recueilli par la Ligue à l'occasion des États généraux récemment. Il s'agit de Dorothée. Elle parle de son vécu du cancer. Elle parle aussi de Cécile, une intervenante de la Ligue qui l'a beaucoup aidée. On en parle, on l'écoute et on parle après. Bonjour, avant tout, je m'appelle Dorothée, j'ai 55 ans et je vis avec un cancer du sein depuis janvier 2012 qui a métastasé aux os et je vis avec un cancer du sein depuis janvier 2012 qui a métastasé aux os et au foie en mars 2017. Voilà. En fait, je pourrais dire que je suis traitée finalement à la maison depuis novembre 2012 et puis en mars 2017, donc au moment de la récidive, ça a été la grosse claque. Ça a été bien plus violent et puis dévastateur que la première fois parce que quand on est métastasé, ce sont des traitements à vie. Et donc, on les enchaîne. Et depuis maintenant, mai 2019, je suis sous thérapie ciblée. L'hôpital, c'était un petit peu ma zone de confort parce qu'à l'hôpital, on subit quand même pas mal d'effets secondaires dans les traitements. Et on est complètement lâché quand on se retrouve à domicile. On voit notre oncologue tous les 3 mois, au rythme des contrôles qui reviennent régulièrement. Et quand on est à l'hôpital, quand on y va pour notre journée, notre chimio, eh bien, on voit toujours des infirmières, on voit toujours des médecins. Donc, toutes les craintes qu'on a, on a des personnes qui peuvent nous rassurer au minimum 3 fois par mois. Quand j'ai connu le Xeloda, la chimio orale que j'ai eue de janvier à août 2018, je crois que ça a été un des traitements les plus compliqués. Parce que j'ai eu ce fameux syndrome main-pied. Je n'ai pas du tout été épargnée. Je me suis retrouvée à un moment à quasiment ne plus pouvoir marcher. Donc c'est Cécile qui venait. Elle a, comme je dis, elle a soigné mon corps et puis elle a beaucoup soigné ma tête. Parce que c'était à elle que je me confiais. Donc elle a pu m'apporter des aides techniques, elle m'a amené des pinces parce qu'à un moment je me suis retrouvée avec des gros problèmes aussi aux mains où je ne pouvais plus ouvrir une bouteille d'eau, je ne pouvais pas ouvrir un pot de yaourt. Tous les jours je remercie je ne sais qui de l'avoir mise sur mon chemin. Voilà.
On voit bien à travers ce témoignage très touchant, bouleversant de Dorothée et la manière dont Cécile a pu l'accompagner, comment justement cet après-cancer est un moment où on peut se sentir seul avec des séquelles qui peuvent être profondément handicapantes, on l'a entendu, et avec un hôpital qui est un lieu de réconfort, qui s'éloigne qui fait perdre les repères aux patientes dans la vie de l'après-cancer, une vie qui peut, on le voit, être une vie aussi compliquée, tourmentée. Alors, personne de la Ligue intervient, d'autres personnes, bien évidemment, de centres de lutte peuvent intervenir pour accompagner. Cet accompagnement, c'est un des enjeux clés des années à venir, la réduction des effets secondaires, la meilleure connaissance des effets à long terme des traitements. Ils ont constitué un des enjeux majeurs du plan cancer, achevé en 2019. Professeur Axel Kahn, la prise en charge de ces séquelles s'est-elle significativement et suffisamment améliorée selon vous ces dernières années? La conscience de l'importance de ces séquelles, je crois, a fait des progrès sans conteste possible. Mais j'ai un peu de difficulté même à parler de séquelles dans le cadre de l'après-cancer. Pour moi, les séquelles font encore partie, hélas, de la maladie elle-même, la maladie cancéreuse, qui ne se limite pas au développement tumoral. Et ça amène à préciser ce que l'on appelle la guérison qui est le but que l'on poursuit. La guérison est certainement une guérison carcinologique, un arrêt de la progression tumorale, mais c'est également une guérison physique, sociale, professionnelle et psychologique. Et il n'y a pas d'élément de ces guérisons multifacettes, multifactorielles, qui soient moins importants que d'autres. Je vais vous citer une réflexion d'une patiente, une personne malade de la Loire, que son médecin cancérologue, par ailleurs membre de la Ligue, venait d'informer de sa maladie. Pleine d'espoir, elle lui a dit, écoutez, professeur, j'ai confiance en vous, mais je crois que vous allez me guérir. Mais à quoi cela servira-t-il de me guérir de mon cancer si je dois mourir socialement? Et naturellement, ces autres éléments de la guérison qui sont indispensables à la guérison dans les yeux des autres, la guérison psychologique qui passe par la guérison professionnelle, la guérison sociale, tout cela a à voir avec les séquelles. En effet, on reparlera sans doute des séquelles qui prennent une dimension particulièrement angoissante dans le cadre de la carcinologie chez les enfants. Mais autrement, les séquelles sont évidemment partout. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, le projet personnalisé, la consultation d'annonce, la consultation de fin de traitement, pour essayer, dans le temps de l'hospitalisation, dans le temps de la prise en charge, d'introduire ce temps de l'après. C'est compliqué parce qu'en effet, on va vers une rémission, on va vers une guérison, et donc c'est difficile de mettre ce temps de l'après dans le temps de la prise en charge et du soin dans l'hospitalisation. Comment mieux formaliser justement ce temps du parcours de soins pour y intégrer le temps de l'après-cancer, responsabiliser, sensibiliser aussi les patients et les soignants à ce que peuvent être des conséquences à moyen et long terme? Ce n'est pas ainsi que je vois le parcours de soins, voyez-vous, monsieur. Pour moi, le parcours de soins comporte toute une série de phases dont l'une des issues, l'issue idéale, c'est effectivement cette guérison multifactorielle dont j'ai parlé. Mais tout cela fait vraiment partie du soin et l'on espère que l'après sera simplement le retour à la vie normale, la vie antérieure, celle d'ailleurs qui justifie la revendication qu'a portée en son temps la Ligue du droit à l'oubli. Il n'y a pas de différence entre moi et moi si je n'avais pas été atteint d'un cancer, et par conséquent, il n'y a pas de raison que j'ai encore de la difficulté, notamment pour accéder à des aides, à des prêts professionnels ou à des prêts immobiliers pour poursuivre mes projets de vie. Le parcours de soins après la période de l'hôpital, de l'hospitalisation, s'intègre dans un élément qui est totalement clé
de la prise en charge des cancers aujourd'hui, qui est la transition, la fluidification de la transition de la ville à l'hôpital et de l'hôpital à la ville. Et il y a un continuum dont chacune des étapes doit être travaillée. L'avant, c'est évidemment le diagnostic, c'est la consultation d'annonce, et puis il y a la phase du début du traitement, le plus souvent en centre hospitalier, et puis il y a l'après, et l'après, c'est ce qui va permettre d'essayer d'augmenter les chances de parvenir à cette guérison multifactorielle, notamment guérison psychologique, sociale et professionnelle. On reparlera des soins de support. Je voudrais parler d'un soin qui est particulier. La guérison, je vous ai dit, ne s'arrête pas à l'interruption de la progression tumorale. Une personne qui, quand elle se regarde dans le miroir, ne se voit pas guérie, qui, dans les yeux des autres, ne se voit pas guérie, ne l'est pas réellement. Et la guérison doit être également l'aspect de la guérison. Souvent, j'oppose les deux proverbes opposés, par conséquent, français et allemand. L'habit ne fait pas le moine, dit le proverbe français, mais les Allemands disent l'habit fait le moine. En matière de guérison, l'aspect de la maladie fait aussi la maladie. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des soins de support, tous ces soins de support qui ont comme objectif de donner aussi l'aspect de la guérison, ou au moins du mieux-être, au moins de la santé, ne sont nullement, comme on essaie de le faire passer, des soins de confort. Ce sont pour moi des soins de support aussi importants que les autres, que l'activité physique adaptée, dont on sait qu'elle a un effet statistique direct sur l'évolution du processus néoplasique. Et il faut vraiment prendre les choses comme cela. Il faut également, dans les séquelles, et je pense que ma consoeur, le docteur Sudur-Bodan, en parlera, il faut que l'on intègre l'épée de Damoclès des cancers ultérieurs, des seconds cancers. En pédiatrie, c'est particulièrement difficile, dramatique. La Ligue vient de lancer un appel d'offres dédié pour, même dans les cas où la chimiothérapie classique est utilisée, permet d'obtenir, c'est le cas dans 83% des cas, permet d'obtenir une rémission complète du premier cancer, ne pas arrêter les efforts afin de mettre au point des traitements moins génotoxiques et donc évidemment moins grevés de cette très grande incertitude carcinologique pour l'avenir. Les soins de support, ils se développent, ils se sont beaucoup développés. Évidemment, les centres ont été très fortement porteurs de ces soins de support. Pourtant, en effet, certains, notamment le rapport de l'IGAS sur le plan cancer, mentionnaient la difficulté d'accès, la complexité de ces soins de support pour les patients. En quoi peuvent-ils, pour vous, être mieux organisés, pour mieux s'adapter aux problématiques au quotidien du vécu de l'après-cancer de ces patients? Les soins de support, c'est très compliqué en réalité. C'est d'abord compliqué parce qu'il y a une très grande diversité. Vous savez que la Ligue, pour ce qui la concerne, dans ses 500 antennes sur tout le territoire, délivre, offre des soins de support gratuitement. Elle y consacre plus de 10 millions d'euros tous les ans, rien réellement qu'à cela. Mais il y a de très nombreux intervenants. Il y a les soins de support qui sont dans la continuité des soins hospitaliers et les centres de lutte anticancéreux offrent des fois des soins de support eux-mêmes ou sont en collaboration avec d'autres proposants de soins de support. Et puis, il y a toute une série de centres de bien-être, de confort, où on est dans une très grande incertitude. Parce que l'inquiétude qui est celle des hommes et des femmes, il y a plus de femmes que d'hommes qui suivent les soins de support. Cette inquiétude, cet état de labilité psychologique, même de vulnérabilité, fait que les risques du grand n'importe quoi, voire même de la dérive sectaire, sont présents. Il ne faut pas se voiler la face. Les personnes dans l'inquiétude d'un cancer qui est dans le parcours de soins ont une très grande vulnérabilité. Et je trouve qu'il n'y a pas assez, de ce point de vue-là, on va dire, de procédures de labellisation pour les centres qui proposent des soins de support, comme il y a naturellement, et c'est tout à fait normal, des structures et des procédures de labellisation pour les centres qui délivrent des soins antitumoraux.
Le rapport de l'Observatoire sociétal des cancers notait en 2019 que 7 personnes sur 10 cumulaient un peu les conséquences dans l'après-cancer. On essaie de mettre en place, on en reparlera tout à l'heure, un certain nombre de scores, d'indices de fragilité pour essayer de détecter peut-être des personnes chez qui les difficultés seront plus grandes. Est-ce que c'est un enjeu majeur et comment la Ligue peut peut-être mieux collaborer aussi avec des établissements, des centres sur cette détection, sur ces alertes, sur ces effets dominos, comme on les appelle, et fragilité? Je vais vous répondre, mais j'ai d'abord à répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Ça nous renvoie à un épisode politique bien célèbre. On n'a pas parlé ici de ce qui va faire l'une des grandes caractéristiques de l'évolution du traitement des cancers demain, qui est le passage à la chronicité. On parle de soins de support, de guérison, de non-guérison, de survie prolongée, de séquelles, etc. Dans un nombre croissant de cas, les cancers vont devenir des maladies relativement chroniques, des survies aujourd'hui de 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec des masses tumorales qui persistent. La guérison ne peut pas être obtenue, mais il s'agit d'obtenir que cette vie sauvée vale vraiment la peine d'être vécue. Et ça, c'est certainement l'un des plus grands enjeux pour l'avenir. Enfin, ce n'est pas votre question, mais j'attire votre attention sur l'intérêt qu'il y aurait à se réunir également sur cette grande évolution en matière de traitement des cancers. Sinon, oui, les pertes de chance globales des cancers sont considérables. Il y a d'abord les chances de vivre en bonne santé. Comme on sait, on ne guérit pas toujours du cancer. Ça reste une maladie qui est dans un pourcentage de cas non négligeable, qui est fatal. Dans les cas où l'on guérit, il y a par conséquent ces séquelles. Mais il y a les éléments économiques. Le cancer est un redoutable révélateur des situations de fragilité et les cancers paupérisent les personnes pauvres, plus encore les personnes pauvres que les autres. C'est un problème terrible pour toutes les personnes qui sont avec des professions libérales. Aujourd'hui, attendre 10 ans pour demander un prêt pour réinvestir dans une activité libérale, c'est absurde. Au bout de 10 ans sans activité libérale, tout simplement, on n'est plus capable de mener son métier. C'est même plus possible. Et puis, il y a cette perte de confiance en soi, cette difficulté, vous savez, tous les chiffres sont dans la balance. Vous savez que 5 ans après la rémission complète, l'évolution sans rechute d'un cancer, plus de 20% des personnes restent sans emploi. Un nombre relativement important, plus qu'elles ne le désireraient, reste avec un emploi à temps partiel. Parfois, il y a eu un arrêt important dans leur évolution hiérarchique, sans compter les bouleversements au niveau de la famille. Le cancer, et nous le disons souvent, c'est un terrible révélateur de la situation de la société. Lorsque l'on a parlé de la stratégie décennale, j'ai milité avec d'autres sur le fait qu'il n'était pas question de considérer le cancer comme une maladie comme les autres, car c'est un fait de société. C'est un fait de société par sa fréquence, plus d'un enfant sur 2 qui naît connaîtra le cancer. C'est un fait de société parce qu'il bouleverse tous les éléments de la vie. Et par conséquent, si l'on veut aider les personnes malades du cancer, c'est véritablement à tous ces aspects qu'il faut s'intéresser. À l'aspect psychologique, la consultation d'annonces, à l'aspect économique, les aides. Vous savez que la Ligue et d'autres, nous écrivons des chèques qui nous permettent de venir en aide aux personnes qui sont en très grande difficulté. Même dans le confinement, les commissions sociales n'ont cessé de travailler. Le parcours de soins, la fluidification de la transition de l'hôpital à la ville est totalement essentielle. On n'en a pas fini du cancer le jour où on a quitté l'hôpital. D'abord, des fois, on doit y revenir, et puis même quand on ne doit pas y revenir, avant que de voir le bout du tunnel, quand on doit voir le bout du tunnel, il y a une longue phase où il n'y a pas beaucoup de ciel bleu. Il y a une perspective, comme cela au bout, une vague lumière. Il faut que les gens soient accompagnés, pied à pied, main dans la main. Dans ces différents temps, ce temps, on ne voit pas beaucoup de ciel bleu, comme le dit le professeur Kahn, dans ce temps de l'après, plus lointain, qui peut être aussi, on l'a dit, gêné par différents problèmes, différentes séquelles, différentes rechutes. L'enjeu, c'est véritablement d'accompagner cette vie de l'après-cancer. Et pour cela, on va voir justement les différentes stratégies, les différents types d'actions qui se mettent en place
au sein des centres, avec bien évidemment, et je voudrais commencer par ça, le développement, le déploiement et la restructuration aussi de l'offre de soins de support. Ils sont de plus en plus nombreux, ces soins de support, ils sont de plus en plus diversifiés, mais ils restent aussi parfois difficiles d'accès, pas toujours très lisibles. Claire Genetti, partagez-vous le constat qu'a posé le professeur Sircane à ce sujet, et en quoi la restructuration, l'organisation, je dirais, des soins de support est un enjeu majeur pour vous, pour l'avenir? Donc effectivement, je ne peux que partager les constats du professeur Axel Kahn. Les progrès réalisés dans le traitement et dans le diagnostic des cancers a permis d'augmenter la guérison des patients, mais les séquelles restent réelles et impactent notablement la vie personnelle, la vie sociale et professionnelle des patients. La réduction de ces séquelles, c'est un enjeu majeur. C'était un enjeu majeur du plan cancer 2014-2019 et c'est toujours un enjeu majeur. Les CLCC ont toujours été précurseurs en la matière en déployant des prises en charge intégrées qui recoupent prise en charge personnalisée et prise en charge globale allant du parcours de soins au parcours de santé et prenant en compte également le parcours de vie du patient. À l'Institut Curie, le département de soins de support existe depuis plus de 15 ans. Il est dirigé par le docteur Carole Bullock et vise évidemment à déployer de nombreux dispositifs pour proposer à ces patients le plus tôt possible dans le parcours de soins ces dispositifs de soins de support pour les accompagner et répondre à leurs besoins, tant au point de vue psychologique, au point de vue nutrition, au point de vue aide sociale également, etc. C'est tout le panier de soins de support que nous connaissons. Ces soins de support visent à optimiser le traitement des symptômes, à optimiser le soutien psychosocial apporté aux patients, mais ils visent surtout, et c'est un élément qui est important, à améliorer le bien-être des patients et à faire en sorte de leur garantir la meilleure vie possible avec ce cancer en voie de guérison ou ce cancer en rémission. Donc ça, c'est important, je pense. Et l'autre point important pour l'Institut Curie, c'est de favoriser le rôle du patient dans la déclinaison de son projet de soins et dans sa participation aux décisions médicales et aux décisions de traitement au quotidien. Mais en quoi il y a un enjeu aujourd'hui à mieux structurer cette offre qui n'est pas toujours lisible? Elle est très valorisante, elle est très bienfaisante pour les patients, pour peu qu'ils la comprennent et pour peu qu'ils trouvent les bonnes entrées, ce qui n'est pas toujours gagné. Donc effectivement, il y a un enjeu de structuration qui est importante pour les raisons suivantes. Tout d'abord parce que ces soins de support sont nombreux et il convient de les rendre les plus lisibles possibles pour les patients, pour les professionnels en interne dans les centres et pour les professionnels en externe dans les centres, afin que ces parcours soient le plus adaptés possible aux besoins des patients. Et je pense d'ailleurs que l'accès aux soins de support, c'est un véritable enjeu de santé publique qui challenge les centres, qui les challenge sur l'organisation interne et externe, les liens avec les acteurs hors les murs des centres, qui les challenge sur les outils également, comme par exemple le déploiement des téléconsultations, le déploiement des ateliers à distance, qui les challenge sur les rôles des associations et les rôles des patients partenaires, on pourra y revenir, et qui les challenge également sur les modes de gestion et sur le financement de ces soins, car on sait que malheureusement le financement de ces soins n'est pas totalement optimal. Donc je pense que pour les CLCC, il y a un vrai enjeu de structuration pour assurer une vraie lisibilité de ces soins pour les patients et pour les acteurs de santé, un enjeu de déploiement des outils ad hoc pour favoriser cet accès, un enjeu également de développement de la recherche, et enfin un message important qu'il faut faire passer à nos pouvoirs publics, c'est celui d'adapter au mieux le modèle financier pour faire en sorte que ces soins soient pérennes. Peut-être que nous en passerons par le financement des parcours de santé en intégrant ces soins de support, et en tout cas ça doit être un mode de financement qui doit être à la hauteur de tout ce qu'apportent ces soins pour les patients. J'ai commencé un peu à travailler dans ce sens avec une plateforme, un dispositif de plateforme et un département dédié derrière qui essaie un peu de centraliser et d'adresser la meilleure offre de soins et la plus personnalisée à chaque patient en fonction de son profil. En un mot, rapidement, comment est-ce que ça fonctionne ?
Donc effectivement, nous avons déployé avec les équipes, avec le docteur Carole Bouloc, le docteur Evelyne Renaud-Tessier, Sylvie Arnaud, notre directrice des soins, une unité que nous appelons l'unité transversale d'éducation thérapeutique, par exemple, qui permet de structurer l'accès aux patients des différents programmes d'éducation thérapeutique que nous déployons à l'Institut Curie. Nous avons remarqué en fait qu'il y avait un problème de lisibilité de tous ces programmes que nous déployons. Il était important de pouvoir centraliser cette approche, structurer une véritable stratégie de déploiement de cette activité, également mutualiser les moyens qui permettent de soutenir le déploiement de cette activité. Et ça, c'était un enjeu important autour de cette unité transversale d'éducation thérapeutique avec un vrai comité de pilotage auquel participe d'ailleurs un patient partenaire, avec des plateformes de coordination, avec des ressources humaines affectées, avec des lieux identifiés, des lieux dédiés. Donc ça, c'est une approche de structuration qui est très importante et qui permet aux patients, en fait, lorsque le patient rentre dans le parcours de soins, d'avoir à un moment donné un bilan éducatif personnalisé qui lui propose l'ensemble de ces programmes d'éducation thérapeutique avec une quarantaine de séances et le patient identifie le programme qui lui convient le mieux, les programmes qui lui conviennent le mieux tout au long du parcours de santé. Donc ça, c'est un exemple de structuration des soins. Ça n'est pas la labellisation dont parlait Monsieur Kahn, mais c'est déjà l'orientation qui en est déjà le chemin. Et à noter d'ailleurs, hein, la période de confinement a donné aussi de l'innovation en termes de soins de support, parce qu'à Curie, vous avez développé des sessions Zoom aussi à distance d'un certain nombre de séances de soins de support. Florence Côté, je voudrais aller à Gustave Roussy avec vous. Vous avez développé une plateforme de ce type-là avant d'arriver à Gustave Roussy récemment à l'hôpital Foch de Suresnes, où vous étiez en poste avant. Ce type de plateforme, pour vous, c'est un peu la bonne solution pour apporter de l'accès, de la lisibilité à cette offre-là. Est-ce que ça suffit finalement à réarchitecturer cette offre de soins? La bonne solution, je ne sais pas, une solution, c'est certain. Je voudrais quand même revenir sur la notion d'accès aux soins de support. Les patients, souvent, ne savent pas qu'ils y ont accès. Les soins de support, ce sont les traitements antiémétiques, ce sont les traitements antalgiques, et les patients y ont recours. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, par soins de support, on entend toute l'organisation qui se met autour de ce patient pour l'accompagner, et on manque effectivement de lisibilité. C'est pour ça qu'il faut les intégrer très précocement à leur prise en charge. Donc, sur l'hôpital Foch, est-ce que nous mettons en place sur Gustave Roussy? C'est exactement ce qui est mis en place dans d'autres centres au niveau international et nationaux. C'est une évaluation très précoce du patient autour de ses fragilités, autour de ses vulnérabilités, afin qu'elles soient prises en compte par l'ensemble des équipes curatives du cancer, mais également les équipes qui vont accompagner le patient, afin de l'accompagner tout au long de son parcours pour que dans les moments d'échec, de rupture ou d'urgence, ils soient pris en charge sciemment, mais également dans cette phase après-cancer, qu'on puisse avoir anticipé la survenue des séquelles, des effets indésirables tardifs, et du même coup, on puisse l'accompagner et limiter les impacts et l'accompagner dans ce retour dans la cité, dans la société, tel qu'en parlait le professeur Kahn. Donc, aujourd'hui, on est autour du digital, on est autour de l'humain, il faut concilier les deux et le lien vie-hôpital est extrêmement important. C'est tout l'enjeu de ces plateformes, c'est de permettre cet échange, ce partage d'informations et cet accompagnement du patient de la ville vers l'hôpital, de l'hôpital vers la ville. Intégration de ces offres, mais de meilleure lisibilité et orientation vers ces offres, mais aussi de meilleure intégration de ces soins dans la prise en charge globale. On va écouter un troisième témoignage de quelqu'un qui est très investi, très impliqué dans ces parcours de soins et dans ces offres de soins de support. Il s'agit de Cécile Canitzer, je le disais, directrice de soins sur l'ouest, l'Atlantique, bien évidemment. Quelle vision a-t-elle de l'accompagnement des patients, du déploiement de ces soins de support? On l'écoute et on en parle après. Son témoignage est très intéressant et bien complémentaire de ce qu'on vient de se dire. Oui, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu grandissant parce que plus que jamais, on pense qu'il y a une vie après le cancer. En fait, on ne le pense pas, on le sait. Le cancer, c'est aujourd'hui une étape dans la vie d'un patient. Et forcément, on intègre les éventuelles séquelles d'un cancer, en tout cas dans la continuité de la vie. Pour cela, les soignants ont de plus en plus pris l'habitude, en tout cas, d'intégrer cet après dans la conception même du soin.
c'est prévenir les séquelles et les risques en intégrant la vie dans la conception même du parcours de soins. Le patient doit être intégré aussi à cette conception-là. Cette coordination de parcours qui est portée souvent par des paramédicaux, en fait, est complètement préparée, finalisée après et mis en œuvre en fait avec le patient, les équipes pluridisciplinaires et surtout ces équipes qui sont de l'intra, de l'extra, de l'hôpital, de la vie. Voilà. Alors d'abord, anticiper, je pense sincèrement que anticiper c'est innover et innover c'est diversifier. Alors ça fait un petit peu slogan, mais je crois que les soignants en fait ont envie de ça. Ils ont envie de penser le soin dans la pluridisciplinarité. Ils ont aussi envie aujourd'hui d'intégrer de nouveaux métiers. On a des expériences dans les CLCC comme l'intégration notamment des APA ou des art thérapeutes ou des réflexologues plantaires par exemple. Alors ces métiers sont davantage intégrés dans ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support sont un peu la marque de fabrique des CLCC. Ils sont un modèle pour le cancer, mais ils sont aussi un modèle finalement pour les autres pathologies. En tout cas, c'est le soin de support qui permet de faire de l'hôpital simplement un tremplin dans un parcours de soins. Les soignants ont aussi possiblement en fait une démarche d'évaluation des fragilités. L'évaluation des besoins du patient est inscrite dans le cœur des compétences paramédicales. Aujourd'hui, il existe des outils comme les scores de fragilité, mais tout ça permet aussi de permettre des parcours, de concevoir des parcours qui sont en fait plus individualisés, même si on a tendance à avoir des parcours un peu standardisés, mécanisés. Mais c'est ça l'enjeu pour les paramédicaux, c'est mettre le patient au cœur du système de santé. Tout le monde l'a dit, les politiques sont dit, les ingénieurs d'organisation le disent, mais nous, on pense aussi que les paramédicaux sont en capacité de mettre le patient au cœur du pilotage de son parcours de soins. Pour améliorer le suivi hors les murs, il faut évidemment faire du lien entre l'hôpital et le patient, rester tout à fait dans une relation active en tout cas, où le patient est acteur de production de données, tout comme l'hôpital, les soignants sont producteurs de données pour le parcours de soins. Différents outils existent, différentes organisations, on a des applis, les patients sont très intéressés par les applis qui permettent de répondre à des questions, qui permettent aussi d'avoir des appels, par exemple, de professionnels de l'hôpital qui vont compléter en tout cas ou répondre à leurs questions. Tout ce suivi hors les murs se fait véritablement par une décentralisation d'une partie de l'offre de soins. On a des expériences, on citait la relation dématérialisée, mais il y a aussi la présence de l'hôpital et des soignants de cancer hors les murs de l'hôpital, que ce soit dans des relations plus associatives comme le Café des proches ou des partenaires médico-sociaux, voilà, ou des activités complètement partagées comme avec l'HAD ou les SSR. Alors, je crois que la crise sanitaire nous a montré que l'hôpital n'était pas un lieu de soins incontournable en fait. Et peut-être qu'il faut qu'on rebondisse sur cette expérience-là. Le patient est vraiment partie prenante, doit être partie prenante en fait de la gestion de ses séquelles. Il faut apprendre à être presque à travailler en fait avec lui. On a par exemple les infirmiers de pratique avancée qui sont formés à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique est une forme d'apprentissage du patient en fait dans la gestion de ses séquelles. Donc il faut penser, le faire contribuer. Aujourd'hui, on a fait l'expérience plus importante d'intégrer le patient dans la commission de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, cette fameuse commission de soins qui est un peu ancienne, qui peut évoluer aujourd'hui. Oui, Cécile Cannizer, on le voit, pointe deux aspects complémentaires de ce qu'on s'est dit. Il y a une question d'orientation dans l'offre de soins de support, il y a une question d'intégration dans la prise en charge globale. Il y a aussi le fait de pouvoir conduire ces soins de support en établissement et aussi hors les murs, c'est un enjeu essentiel. Et puis les co-construire avec les patients. Très rapidement, d'un mot, je voudrais certaines réactions par rapport à ces propos-là. Florian Scottet, vous préparez à Gustave Roussy un wellness center qui devrait accueillir un certain nombre de soins de support. Ça existe à Curie, ça se développe dans d'autres établissements. On est encore dans une approche très hospitalo-centrée où il faut aller tout de même à l'hôpital, où il faut aller dans l'établissement pour ces soins de support. Est-ce que ce n'est pas aussi une limite de l'offre actuelle ?
Ce n'est pas une limite. Comme ça a été dit tout à l'heure par le professeur Kahn, les soins de support ont un coût. Et l'objectif de ces wellness, de ces centres d'accompagnement, c'est d'avoir un reste à charge à zéro. Après, il y a le wellness tel qu'on l'entend, qui est effectivement un centre de bien-être dans lequel on peut avoir des spas ou d'autres activités, auquel cas le patient les trouvera certainement bien mieux réalisés ailleurs. Mais il y a cette intégration que nous allons mettre en place sur Gustave Roussy, qui est un accompagnement de groupe, un accompagnement en atelier pour éduquer le patient, et également des soins de support plus traditionnels, donc accompagner de manière intégrative les pratiques complémentaires avec des pratiques plus traditionnelles pour permettre aux patients d'accéder à ce fameux panier de soins de support et au-delà, tel qu'on en parlait. Maintenant, le lien avec la ville est indispensable. C'est-à-dire que dans les centres, nous ne pourrons pas prendre en charge les dizaines de milliers de patients que nous avons en charge. En revanche, être en lien pour les patients à très haut risque de complications ou les patients en grande difficulté, et permettre à la ville, avec tous les réseaux que nous mettrons en place, d'avoir une suite pour cette prise en charge. Je crois que c'est tout l'enjeu de demain, et d'intégrer également le digital avec des solutions d'accompagnement, de coaching de nos patients avec ces méthodes-là. C'est aussi les soins de support, un lieu, elle le dit, Cécile Calinzer, où la co-construction avec le patient est essentielle. C'est peut-être un des lieux dans la prise en charge où le patient et le patient expert peut prendre une place très importante. Professeur Kahn, est-ce qu'aujourd'hui elle est satisfaisante? Est-ce qu'aujourd'hui le patient peut être plus auteur et pas simplement acteur de ces soins de support? En tout cas, c'est le but qui est poursuivi. Et en effet, les patients partenaires, chez nous, il y en a deux types. Il y a ceux qui sont témoins et qui participent en fait à l'éducation des professions de santé. Et puis, il y a les patients partenaires parcours qui sont au contact des autres personnes malades et qui rendent compte de leur propre expérience et qui aident par conséquent les personnes malades à mieux surmonter certains doutes qu'ils peuvent avoir. Les deux aspects sont extrêmement importants et la Ligue, et notamment dans deux régions, le Grand Est et le Grand Ouest, ont été au niveau national déclarés terrain d'essai de cela, et nous avons une immense expérience de ces patients partenaires. Je crois qu'il est très important de continuer à cela, car c'est extrêmement fondamental qu'il y ait un continuum avec la vie menacée, la vie qui est en train de se reconstruire et la vie qui est vraiment dans l'après. Les éléments globaux, c'est vraiment le continuum qui est la contrepartie du continuum ville, hôpital, ville et la vie, de la ville à la vie dans toute sa globalité. La Ligue, on parlait des soins de support dans les centres et des soins de support par ailleurs. La Ligue assure plus de 25% de tous les soins de support en France, si vous regardez les chiffres, parce qu'elle est présente dans la totalité des territoires. Je vous dis, il y a plus de 500 antennes qui accueillent des personnes avec des soins de support, et ça doit se faire totalement en continuité, pas du tout en rivalité, surtout pas en rivalité, totalement en continuité avec les centres hospitaliers. Les centres de lutte anticancéreuse sont des partenaires extraordinairement chers. Il y a une interface qui n'existe pas partout, qu'on appelle des espaces de rencontre et d'information, les ERI. Les ERI sont des endroits où les personnes qui sont hospitalisées peuvent être informées de la continuité, la manière dont ils vont continuer de se mouvoir dans leur parcours de soins de l'hôpital à la ville. Et pour ce qui la concerne, la Ligue est partenaire de ces espaces de rencontre et d'information sur tout le territoire. Alors il y a les soins de support, il y a aussi la manière dont la réduction de ces séquelles peut se mettre en place dans l'instauration et dans le pilotage du parcours de soins pendant le traitement des tumeurs. Et après, ce parcours de soins, il est particulièrement développé, il est particulièrement investi dans le champ de l'oncopédiatrie, évidemment, où les séquelles ont un impact renforcé. Hélène Sudour, vous êtes pédiatre, je le disais, au département d'oncopédiatrie du centre Oscar Lambré. Il est particulièrement avancé dans la prise en charge de ces problématiques. Avant de voir ce qui peut être mis en place, quelles problématiques spécifiques, le professeur Kahn en parlait tout à l'heure, se posent pour les cancers pédiatriques en matière de séquelles? Pourquoi c'est un enjeu si singulier?
Alors, pourquoi c'est un enjeu singulier? La première raison, c'est d'abord, et c'est une chance quelque part, c'est le taux de guérison du cancer chez l'enfant, puisqu'on a un taux de guérison moyen, hein, toute pathologie confondue, à 80%, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont devenir des adultes survivants d'un cancer. On estime au jour d'aujourd'hui qu'on est à peu près un adulte sur 800 à 900 qui, parmi donc les 20 à 45 ans, va être un survivant d'un cancer dans l'enfance. Donc déjà, c'est un enjeu de population, parce que ça veut dire que ça concerne beaucoup de monde. L'enjeu est particulier aussi du fait de la spécificité de l'enfant. L'enfant, il est petit, il est en croissance et il a toute sa vie à faire. Donc les organes vont recevoir les traitements alors qu'ils ne sont pas encore complètement formés. Et de ce fait, on va avoir des séquelles bien spécifiques au fait qu'on ait un enfant, et je pense en particulier au niveau de l'irradiation, où pour les plus petits, quand on fait une irradiation cérébrale, on va avoir des séquelles neurocognitives qui peuvent être majeures, avec de ce fait des enfants qui ne sauront pas par la suite s'intégrer socialement. Hein. Le professeur Kahn parlait tout à l'heure de se réintégrer d'un point de vue social, professionnel, pouvoir effectivement investir sa vie en faisant des choses. Et bien, par exemple, ces enfants-là, ça va être très difficile, tout simplement parce que les séquelles neurocognitives vont faire qu'ils ne vont pas devenir des adultes autonomes. Donc, et ça, c'est, je pense, très spécifique. Donc, en termes de séquelles, on a vraiment des spécificités de séquelles, et d'une manière générale, les enfants, ils ont plus le temps, si on peut dire, de les développer, puisque quand on a 2 ans versus quand on a 60 ans, bah, on a plus le temps d'avoir une séquelle qui apparaît. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à l'après-cancer et à la survie, on s'aperçoit que c'est quand même une population dans laquelle il y a une surmortalité par rapport à la population générale, pas seulement du fait du cancer, mais du fait des séquelles et du développement de pathologies chroniques. Là aussi, le professeur Kahn disait le cancer, ça devient une maladie chronique. Ça, c'est vrai, et c'est vrai en pédiatrie, où on a des enfants, des fois, qu'on suit pendant des années sous traitement. Mais c'est aussi toutes les pathologies chroniques qu'ils peuvent développer par la suite, parce qu'ils vont développer une insuffisance cardiaque, parce qu'ils vont développer une insuffisance respiratoire, que sais-je, une pathologie d'organes qui fait qu'ils sont dans les hôpitaux et suivis en médecine pour des années et des années. Ils sont guéris de leur cancer, mais ils ont une autre maladie chronique. Un des enjeux, c'est bien évidemment d'essayer d'adapter les traitements pendant leur période de cancer, de suivi, de traitement, de soins. Et c'est compliqué parce que souvent, quand ces tumeurs des cancers de l'enfant, c'est des tumeurs très proliférantes. Donc il faut agir vite, il faut agir fort. Comment est-ce qu'on peut adapter les traitements justement pour essayer de limiter les séquelles qui pourront avoir lieu des années après ? Alors ça, effectivement, c'est un travail qui est mené d'une manière générale par tous ceux qui font de la cancérologie pédiatrique via les études cliniques, donc études nationales, mais parfois et souvent même internationales, où effectivement le premier objectif, ça avait été premièrement augmenter les taux de guérison. Alors on ne sera jamais content tant qu'on n'aura pas 100% pour toutes les pathologies, mais pas sûr qu'on y arrive un jour. Mais maintenant, on essaye aussi de faire des groupes pronostiques et d'essayer de définir justement quels sont parmi les enfants sous une même pathologie, bien ceux pour lesquels on ne peut pas vraiment que penser séquelles parce que ce sont les plus graves, et là on fait au plus fort contre la maladie, mais ceux au contraire pour lesquels le pronostic est probablement très bon dès le départ et où on peut réduire le poids de traitement pour réduire les séquelles. Donc c'est vraiment un classement comme ça, ce qui fait qu'on est arrivé dans certaines maladies à de la désescalade thérapeutique qui permet de maintenir le taux de guérison mais de minimiser les séquelles. Donc on diminue les doses cumulées de chimiothérapie et on peut parfois supprimer des indications de radiothérapie ou tout au moins essayer de minimiser les doses et les champs. Et donc c'est comme ça qu'on va anticiper sur la réduction des séquelles. Alors l'autre enjeu, c'est bien évidemment d'avoir un suivi sur le long terme de ces enfants qui deviennent des adolescents, des jeunes adultes, pour essayer de les accompagner. Vous avez été très pionnier là-dedans, Oscar Lambré. Depuis le 2013, vous avez proposé des ETP, des ateliers d'éducation thérapeutique aux jeunes
patients, puis vous avez mis en place des RCP, puis vous avez mis en place des consultations aussi dédiées avec des infirmières où ils peuvent se rendre dans les années qui suivent jusqu'à leurs 18 ans. Quelles limites pose aujourd'hui, avec le recul, l'expérience que vous avez, ce type de suivi sur le long terme pour ces jeunes enfants qui deviennent des adolescents, qui deviennent des adultes et qui vivent encore avec le continuum de ces cancers? Alors, effectivement, la première limite, c'est que ça commence très tôt et que ça va donc être compliqué de les suivre pendant vraiment toute leur vie. D'abord, nous, on est pédiatres, donc on ne pourra pas être leur médecin pour toute la vie. Donc, on se doit de faire le relais. Donc, il y a un vrai travail à réaliser sur la transition du monde de l'enfance vers le monde de l'adulte. Ça veut dire qu'il faut anticiper les suivis, et c'est pour ça que c'est vrai que maintenant, dès le début de la prise en charge, on a tendance, mais ça a été dit aussi tout à l'heure, on parle d'emblée de voilà, le traitement, il peut entraîner telle ou telle conséquence à moyen et à long terme. Donc on le travaille pendant tout le suivi pédiatrique, et puis à un moment donné, il faut faire la transition. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir un souci avec un certain nombre de jeunes adultes qui vont être perdus de vue. Il y a aussi l'âge des 18-25 ans où il y a une volonté de rupture, une volonté d'oubli. Je suis plus malade, donc je ne veux plus aller à l'hôpital, je ne veux plus être suivie, je ne veux pas faire tel ou tel examen. Donc ça c'est compliqué, et nous, éthiquement, on se doit de respecter cette volonté de je ne veux plus avoir affaire aux hôpitaux, ce qui fait qu'il peut vraiment y avoir des pertes de suivi, et du coup des patients qui n'auront plus accès finalement au suivi à long terme parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus souhaité ce suivi. Et puis en plus, on est au XXe siècle, au XXIe siècle, pardon, on est vraiment sur tout le monde bouge. Donc les jeunes, ils ont été traités à un endroit, mais après pour leurs études, ils vont à un autre endroit, pour travailler, ils vont encore à un autre endroit. Et ça aussi, ça rend le suivi un petit peu complexe, puisque encore une fois, le souci est au fait de les perdre de vue, et qu'on a beau essayer de les rechercher, il y a un certain nombre qui ne veulent pas revenir pour avoir les informations et cette éducation thérapeutique par rapport au suivi à long terme. Florian voulait réagir, je crois. Oui, je vais réagir sur la notion de recherche qui est extrêmement importante. On a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé de ce qui se passe avec la pédiatrie, notamment sur l'étude des cohortes. Et je crois que dans le milieu adulte, on a exactement la même chose à réaliser à travers la cohorte, mais également avec des études interventionnelles. Et c'est tout l'enjeu du groupe Unicancer AFSOS. AFSOS étant l'association francophone pour les soins oncologiques de support. J'invite tous les participants à cette table ronde et nos auditeurs à adhérer massivement à l'AFSOS et à emmener leurs équipes, puisque l'objectif est vraiment de pouvoir développer un accès à la recherche pour tous les patients, avec là encore des liens ville-hôpital, et pouvoir démontrer que les soins de support sont un ensemble d'accompagnement, un ensemble d'interventions, et non pas, comme c'est malheureusement entendu dans le grand public, souvent une pratique complémentaire de telle ou telle chose. C'est vraiment un cocktail de prise en charge qui permettra d'aider le patient dès l'entrée dans la maladie, pendant le traitement, et également dans cette phase après le traitement, après le cancer, en évitant les séquelles. Alors, il nous reste quelques tout petits instants avant de prendre les questions. Je voudrais revenir sur deux points clés dans le traitement, dans le suivi, et qui sont illustrés aussi par des initiatives assez rapidement, notamment vous, Florian Scottet. Vous avez mis en place, et vous allez mettre en place à Roussy, une direction qui associe alors les soins de support, les soins d'urgence, la médecine ambulatoire, donc tout le parcours. Ça, c'est très intéressant. Et en plus de ça, qui va dédier un interlocuteur finalement dédié, parce que toute la question est dans tout ce parcours de soins, qui se charge finalement de parler de ce sujet-là, du suivi des séquelles et de l'après. À Gustave Roussy, à travers ce département, il y aura un interlocuteur dédié qui va, dès le début, dès les premiers temps de l'annonce, venir être un peu le fil rouge, l'interlocuteur, la personne idoine avec laquelle on parlera. C'est un point clé d'avoir finalement cette personne dédiée qui reste le fil rouge du suivi de son cancer. Alors, le référent reste avant tout le cancérologue, puisque c'est par lui que passe la prescription des soins de support, c'est par lui que passent les décisions. En revanche, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir intégrer dès le début, dès l'entrée dans la maladie, de façon conjointe, cette prise en charge de support, afin de faire ce que l'association internationale, la MASC, décrit comme Supportive Care Makes Excellent Cancer Care Possible. Et donc d'avoir effectivement ce fil conducteur depuis l'entrée dans la maladie,
par le biais de guichets uniques, par le biais d'hôpitaux de jour d'évaluation, par le biais d'hôpitaux de jour de complications, toxicité, et ensuite dans l'après-cancer. Donc, c'est suivre ce patient, l'accompagner. Alors, pas forcément avec une personne, mais en tout cas avec une équipe dédiée qui travaille de façon très conjointe. C'est la définition des soins de support de 2005, qui travaille de façon conjointe aux équipes qui prennent en charge le cancer lui-même. C'est la pluridisciplinarité qui est importante. C'est un mot qu'on n'a pas trop prononcé, mais qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que le médecin, il est là, il coordonne, mais il y a énormément d'acteurs pour ce suivi-là, diététicienne, assistante sociale, éducateur spécialisé, infirmier, kiné, rééducateur, que sais-je. Enfin, la pluridisciplinarité, je crois que c'est essentiel. Et psychologue, absolument. Et un autre point clé, c'est évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Hélène Sudour, c'est la désescalade thérapeutique pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. À Curie, c'est un enjeu majeur. On réussit aujourd'hui, Claire, à avoir de vraies avancées sur ce sujet-là? Donc, effectivement, hein, c'est un sujet majeur, un sujet également très, très, très complexe. L'un des exemples qui est important, c'est la prise en charge thérapeutique systémique en 2020 des cancers du sein. Effectivement, mais ça, le professeur Fumolo et le professeur Stoppalione ont abordé ce sujet au préalable. Hein. Des avancées récentes utilisant les signatures génomiques ont été développées qui permettent de mieux sélectionner, entre guillemets, les patientes à haut risque pouvant bénéficier ou pas d'une chimiothérapie adjuvante en fonction de leur pathologie. Et à contrario, une bonne signature génomique permet de ne pas proposer ce traitement de chimiothérapie potentiellement toxique à des patients présentant une bonne signature génomique, là où les critères classiques de pronostic ne permettent pas leur individualisation, d'où la notion de désescalade thérapeutique. Donc, lorsque ces signatures génomiques sont de qualité, et le professeur Dominique Stoppalione évoquait cette notion de qualité des signatures génomiques, donc c'est un élément qui est important. Donc, lorsque ces signatures génomiques sont utilisées dans le cadre du parcours de soins du patient et à bon escient, elles permettent effectivement d'éviter certains traitements qui engendrent des séquelles très importantes. Après, l'utilisation de ces signatures génomiques recouvre des problématiques telles que l'accessibilité à ces signatures génomiques, telles que également le financement de ces signatures génomiques, puisqu'il y a des vrais sujets autour de ces deux notions-là. Voilà un exemple que nous déployons à l'Institut Curie. Quelques questions rapidement qui sont posées dans les minutes qui nous restent. Question, l'HAD a-t-elle une place à trouver aujourd'hui dans cet accompagnement, dans cette pluridisciplinarité-là? Florian? Bien sûr, les HAD, les hospitalisations à domicile, et le lien avec le pharmacien d'officine, et le lien avec le généraliste, et toutes les équipes, là aussi multidisciplinaires, qui ont été citées tout à l'heure, qui doivent intervenir au chevet du patient. C'est vraiment, l'HAD est un moyen de faire le lien entre la ville et l'hôpital. Comme les cellules de coordination qui existent, comme à Gustave Roussy par exemple, nous avons mis en place cette cellule de coordination depuis longtemps maintenant. Est-ce que pour Dr Sudour, comment se financent aujourd'hui les consultations, les ETP que vous mettez en place justement pour le suivi des patients? Alors, ça fait partie en fait de l'ALD post-cancer. Donc, les patients vont venir au centre avec la prise en charge à 100% dans le cadre d'une ALD post-cancer. Donc, aujourd'hui, le financement reste un financement relativement pérennisé via les ALD. Oui, ben, il faut le demander, c'est-à-dire que les séquelles pour certaines doivent être reconnues et ensuite il faut qu'il y ait une demande de la part du médecin traitant pour qu'il y ait la mise en place de cette ALD post-cancer. J'en profite d'ailleurs pour dire que le médecin traitant doit aussi faire partie des partenaires. C'est pareil, on l'a pas trop évoqué, mais il a toute sa place dans justement la gestion du soin de support, de la transition et de l'après-cancer. Florian voulait dire un mot là-dessus aussi. Oui, la question du financement est extrêmement difficile. Dans les hôpitaux, il y a cette notion d'hôpital de jour qui est intéressante, avec une évolution de la circulaire de fin février 2020, juste avant l'arrivée du Covid, qui permet de valoriser avec différents intervenants des actes qui sont réalisés, notamment dans le pendant et dans l'après-cancer.
c'est une des pistes, mais il faut effectivement que nous portions avec Unicancer cette valorisation du forfait, cette valorisation du parcours et des différentes interventions multidisciplinaires que nous proposons à nos patients. Professeur Kahn. Oui, simplement une réflexion à propos de cette question du financement. Comme je vous l'ai dit, la Ligue offre les soins de support gratuitement. Donc, c'est financé par la générosité publique. Mais dans le projet de loi de finances 2020, il a été prévu une enveloppe de 10 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup, c'est à peu près ce que met la Ligue pour les soins de support, de 10 millions d'euros pour le financement des soins de support. La Ligue ne veut pas les faire payer, mais elle est extrêmement ardente à pouvoir refuser moins de personnes parce que malheureusement, évidemment, elle ne peut pas accepter autant de personnes qui le voudraient dans ces multiples centres. Et donc, nous sommes concernés par ce problème du financement, pas tellement au niveau du financement à proprement parler, puisque nous ne défendons que de la générosité publique et que ces soins de support sont gratuits, mais s'il y avait une aide qui nous permette de faire mieux face à la demande, évidemment, la Ligue serait extrêmement satisfaite. Un témoignage, et il est intéressant, il vient d'une association de patients, je vous le livre, je vous le lis. Le retour au travail reste un autre problème majeur qui ressemble à une incroyable course d'obstacles pour de nombreux patients. Il serait utile de favoriser les échanges oncologues-médecins du travail, proposer aux médecins du travail des formations spécifiques à la cancérologie, voire, faisons un rêve, de proposer des formations adaptées aux chefs d'entreprise et responsables RH. Et simplifier les démarches administratives, c'est souligné. Tous ces obstacles ont un impact financier et psychologique lourd chez les patients souhaitant reprendre leur travail. Oui, Florian et professeur Kanji. Nous allons, à Gustave Roussy, lancer une étude justement sur la question du retour au travail, avec des critères qui montrent qu'il y a des éléments qui défavorisent ce retour au travail, d'autres qui le favorisent, et pour accompagner les patients avec du coaching. C'est l'un des enjeux de cette étude qui va être mise en place par le docteur Inès Vaz. Oui, professeur Kahn. Oui, c'est un point fondamental. Je vous ai dit que la guérison comportait notamment la guérison sociale et professionnelle. Et donc, le retour du travail en fait partie. Je vous ai dit quel était encore ce qu'il y avait à gagner dans ce domaine-là. Dans pratiquement tous les centres de la Ligue, il y a une cellule de retour à l'emploi. Et mieux que cela, il y a une grande action nationale à laquelle adhèrent les 103 comités départementaux, que l'on appelle Ligue Entreprise, qui consiste à établir un partenariat avec les entreprises sur plusieurs aspects. Tout d'abord, l'éducation à la santé des personnels des entreprises, mais également une sensibilisation. Il n'y a pas que le retour à l'emploi, il y a également le maintien dans l'emploi. Il y a les deux aspects. Je vous ai dit qu'une partie des cancers vont être chronicisés et il faudrait qu'une partie d'entre eux ne soit pas mis dehors, ne soit pas exclus de la vie professionnelle. Et puis, il y a ceux qui sont encore en cours de traitement. Donc, maintien à l'emploi, retour à l'emploi, droit des malades, droit à la position hiérarchique, c'est quelque chose de totalement essentiel et qui, pour moi, est totalement intégré à ce parcours de soins. Ça va se terminer avec le droit à l'oubli, mais l'aide au retour à l'emploi, c'est un objectif absolument essentiel. Question, quid des mutuelles dans le financement et je rajouterai quid des mutuelles et peut-être aussi de la participation des patients eux-mêmes au financement d'un certain nombre de soins de support. Est-ce que c'est un modèle possible et est-ce que ces mutuelles notamment sont aujourd'hui acteurs ou peuvent le devenir? Oui. On doit être partenaire avec les mutuelles qui doivent venir compléter l'engagement de la sécurité sociale et des associations telles que la Ligue. Effectivement, dans les centres tels que les wellness, les mutuelles peuvent avoir un rôle très important à jouer en termes d'aide au financement. Elles peuvent tout à fait avoir un intérêt pour aider leurs mutualistes à pouvoir retourner au travail, par exemple, puisqu'on vient d'en parler, ou être maintenus dans leur emploi à travers les différentes interventions multidisciplinaires que nous mettons en place. Simplement un point, il ne faut pas se voiler la face, il y a un business model du soin de support dans le privé. Il y a un business model. Donc, il y a les prises en charge des soins de support dans le cadre des établissements hospitaliers, centres de lutte anticancéreux. Il y a le modèle de la Ligue qui est la gratuité totale et le financement par la générosité publique. Et puis, je n'ai pas fait à peu près le décompte, mais intermédiaire entre le soin de support et le centre
ressources de bien-être, on va dire, qui sont très développées, il y a des accès qui sont rémunérés. Alors, sur plusieurs modèles, mais qui sont rémunérés. Question aussi sur, faut-il créer des métiers spécifiques, notamment en médecine interne, sur le suivi de l'après-cancer? Oui. 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 Docteur Sudon, oui. C'est-à-dire? Oui, je pense que ça, ce serait vraiment bien que effectivement le suivi à long terme après cancer, ce soit quasiment reconnu comme une véritable spécialité en médecine et que de ce fait, il y ait probablement dans la médecine interne, je pense que c'est ce qu'il y a de plus indiqué, des internistes qui se dédient à cela parce que c'est toute une coordination pour. Alors il y a des patients qui vont avoir un seul type de séquelles, donc ça peut aller, ils peuvent être suivis par le spécialiste en question, mais il y a des patients qui ont vraiment un ensemble de séquelles et du coup il y a besoin d'une coordination et de quelqu'un qui puisse orienter et faire un petit peu le management de toutes les séquelles et tout le suivi. Donc je pense que oui, ça ce serait vraiment très bien s'il y avait des médecins dédiés. Je vois Claire qui hoche la tête beaucoup. Oui, vous pensez aussi? Ah oui, moi je suis très sensible à ces propos et je pense que ça rejoint l'un des enjeux qui est important, c'est les missions de coordination du parcours au sein de nos établissements. Cette mission de coordination s'applique pour les soins de support, s'applique pour le parcours de soins du patient en général. Et c'est vrai qu'actuellement, ces missions de coordination qui sont essentielles et qui sont de plus en plus importantes parce que, comme on l'a dit, hein, les patients ont besoin qu'on leur propose des soins au plus proche de leur domicile. Donc, cela signifie de travailler avec les réseaux, cela signifie de santé, cela signifie de travailler avec l'HAD, cela signifie de travailler aussi avec des établissements de santé qui ne possèdent pas forcément tout le panel des soins de support. Et ce rôle de coordination, qui n'est pas toujours non plus bien financé dans nos centres, est essentiel. Donc, je le redis, moi, je suis très sensible aux futures évolutions du financement de nos hôpitaux via le financement au parcours de santé. Et j'espère que nous aurons bientôt des éléments très concrets sur ces financements au parcours. Toute dernière question, très très rapide, il nous reste 1 minute. Quelle avancée dans la mise en place du forfait après cancer prévu dans la loi de finances de 2019? Question compliquée, hein, mais il nous reste 1 minute, très exactement. Déjà, pouvoir l'appliquer dans nos centres, en tout cas avoir les recours pour pouvoir mettre en place le panier de soins. Ensuite, le forfait lui-même. Comme vous l'avez dit, question compliquée, question financement, et donc à développer par la suite. Mais outre l'inquiétude de la Ligue, qui est parce qu'elle ne fait pas payer de n'être pas concernée, mais elle aimerait faire plus de bien, on va dire, il y a un problème qui est extrêmement important, je vous l'ai dit. Pour moi, par exemple, la socio-esthétique, c'est vraiment un soin de support et ne doit pas être considéré comme exclu du panier de soins parce que ce serait un soin de confort. On n'est pas guéri tant qu'on n'a pas l'aspect de la guérison. C'est un élément totalement fondamental. Donc, je suis de ce point de vue-là extrêmement militant pour que l'on élargisse la gamme. Alors, je veux bien que la réflexologie plantaire, soins de bien-être ou autre, ça, il n'y a pas de raison que ce soit remboursé. Mais l'oncopsychologie, la socio-esthétique, ce sont des éléments fondamentaux dans la réhabilitation, la réinsertion des personnes au terme du parcours de soins après être passé par les services hospitaliers. Merci à vous, professeur Kahn. Merci à vous vous quatre, pour ces interventions. Merci aussi à Dorothée et son témoignage, à Cécile Canitzer qui était avec nous par vidéo. Merci à vous tous pour vos questions, pour votre suivi. On se retrouve demain matin, 9h30, sur ce même canal pour le dernier débat. Il y aura aussi les prix Unicancer. Il y aura la conclusion avec Norbert Ifra qui sera avec nous. Bonne soirée à vous et à demain. Merci encore aux intervenants.